Donc, ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de notre expérience à HEC. Je vais vous parler brièvement ensuite. Et, Gilles va continuer en vous parlant de son expérience comme maître d'enseignement. Donc, lui a enseigné en format hybride, va vous parler de comment ça s'est passé. On vous demanderait si c'est possible de tendre à la fin pour poser vos questions, même si on est un petit nombre, ça va aller plus vite puis ça va être plus efficace. Jovan, baisse ta main. T'écoutes pas les consignes. Oui, là, il faut que je dirige là pour tourner, oui. Donc, les défis qu'on a rencontrés à HEC quand on a voulu commencer à travailler en modèle hybride ont été nombreux, évidemment, mais la première question à se poser, c'est pourquoi on a décidé de se lancer vers ça. Donc, ça a été la réflexion, en fait, notre premier défi. Ça a été de choisir les modèles et tout ça. Donc, pourquoi on a voulu entamer cette démarche-là? C'était d'abord pour offrir à nos étudiants une plus grande flexibilité. Au niveau des horaires, les programmes qu'on visait pour instaurer les cours hybrides étaient les programmes de certificat, donc qui sont principalement destinés, ou en tout cas qui sont principalement choisis par des étudiants qui travaillent, qui ont une famille et tout ça, qui vivent des contraintes autres que les études, et puis qui étudient de soir. Donc, pour leur offrir plus de flexibilité, on s'est dit, essayons une formule qui va leur offrir ça. On a aussi le goût d'explorer. Donc, à HEC, on avait envie d'essayer quelque chose, d'aller voir un peu plus loin ce qu'on pouvait faire, d'essayer des nouveaux modèles, pour peut-être ensuite se lancer vers un plus grand défi. Mais on va, ça c'est un plus grand défi, on va commencer par une petite étape, donc, mais une petite étape qui s'est avérée ne pas en être une, qui était une grande étape quand même, pour ensuite peut-être aller vers d'autres choses. On a choisi à HEC de faire du synchrone. Donc, c'est du hybride, mais synchrone. Je vais vous parler plus tard de comment ça s'est concrétisé. Pourquoi est-ce qu'à HEC, on préférait garder le synchrone? Il y avait plusieurs raisons, mais je pense qu'une qui est très importante, puis on m'a confirmé dans la préparation de cette présentation-là, d'ailleurs, que le choix s'était surtout fait parce qu'il y a une culture à HEC où est-ce qu'on apprécie beaucoup les interactions avec les étudiants. On travaille beaucoup en méthode des cas, puis c'était quelque chose qu'on ne voulait pas perdre. Donc, le conseil pédagogique, quand on a parlé d'hybride, on dit oui, mais il faut garder le lien avec l'étudiant. Donc, la formule synchrone, grâce avec un outil de classe virtuelle, a été celle qui a été privilégiée. On a fait un modèle en alternance. Donc, on était en classe, les étudiants étaient en classe avec leur enseignant les 2 premières séances, pour ensuite avoir une séance virtuelle, donc avec un outil de classe virtuelle à la 3e séance, et après ça, en alternance jusqu'à la fin de la session. Ça a très bien été, ce modèle-là, ça plaisait beaucoup aux étudiants. Donc, on imagine les étudiants même qui ne sont pas très loin, qui peuvent être à Montréal ou à l'extérieur de Montréal un tout petit peu, en banlieue, peu importe, appréciaient beaucoup ce modèle-là pour les déplacements, le nombre limité de déplacements que ça représentait. Mais rapidement, il y a quelqu'un tantôt de l'Université d'Ottawa qui a parlé du registrariat puis des intérêts qu'il y avait là-dedans. On s'est mis à essayer un modèle imbriqué, qu'on a appelé à l'interne le zipper, pour la fermeture éclair. Alors, ce modèle-là permettait d'utiliser une seule salle de classe pour 2 groupes. Un peu ce que décrivait, c'est toi, Jovan, qui parlait de ça tantôt. Donc, on avait un groupe qui faisait la moitié d'un cours au début de la période, puis le groupe suivant arrivait à la fin de la période. Donc, le premier cours était coupé en 2, puis ensuite, le modèle allait en alternance, mais selon un calendrier différent, de façon à ce qu'on utilise une seule salle de classe. Évidemment, vous comprenez l'intérêt que ça avait pour l'école, pour les coûts aussi. Un petit peu le déploiement du projet rapidement. On a commencé en 2009 avec 4 enseignants, dont Gilles faisait partie. Gilles fait souvent partie des 4 premiers, des 2 premiers. Ensuite de ça, on a déployé ça tranquillement. On a réfléchi, implanté la stratégie un peu plus, de plus en plus. On a ajouté du mentorat. Donc, Gilles, il va en parler tantôt, qui a pris un rôle plus grand auprès des enseignants. Vous avez en bas le nombre d'enseignants qui croissait tout le temps. On est passé à 15 enseignants en 2011. Pour finalement arriver en 2013 là, à une croissance qui se stabilisait. On est passé de 38 à plus de 100. On est autour de entre 100 et 105, 110 maintenant aujourd'hui, enseignants par année qui enseignent en mode hybride. On a intégré notre outil à l'environnement d'apprentissage récemment. Puis là, on est en phase de consolidation. On reste au un nombre stable de cours là, qui fonctionne en mode hybride comme ça pour l'instant. Quand on a mis en place les cours hybrides, il fallait réfléchir à un soutien technique et pédagogique. Donc, on a eu recours aux conseillers pédagogiques, à l'audiovisuel, évidemment. Et puis, on a fait le choix d'un outil de classe virtuelle. Ça a été un choix important. Choisir un outil adapté à nos besoins qui permettait vraiment un grand nombre d'interactions. À l'époque, le choix qui a été fait, c'était VIA. Je dis à l'époque, mais c'est encore
ça aujourd'hui. Puis maintenant, il est intégré à notre plateforme d'apprentissage. Je vais passer la parole à mon collègue. Et la cliquette. Merci. Donc, deuxième étape, on va parler un peu de ce qu'on a, nous, appris pendant qu'on a développé ce projet-là. La première chose, c'est d'arriver à impliquer les enseignants. Le problème ici, c'est de se dire... C'est un peu fort, ça. C'est mieux comme ça? OK. Donc, c'est de se dire, la première chose qu'il faut considérer quand on veut impliquer les enseignants, c'est la question des émotions d'abord. Pas la question rationnelle qui est de dire, ça nous prend des enseignants pour donner ces cours-là. C'est d'abord de se dire, qui a le goût de le faire? Et de finalement contaminer un peu ceux qui devraient éventuellement y arriver. Alors, ça nous en prend des premiers pour ensuite amener d'autres à suivre le processus. Alors, il est préférable de proposer plutôt que d'imposer, de discuter. Et à travers la discussion, de se dire qu'est-ce qui va intéresser ces enseignants-là à s'impliquer dans un processus de mise en ligne d'un cours hybride synchrone. Bien, évidemment, tous ces avantages-là doivent être notés, dont une cohérence entre l'innovation, les valeurs personnelles de la personne qui va s'impliquer, l'enseignant comme tel, et ses buts dans son processus de carrière. L'accès à l'information pour développer son savoir-faire, là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il y a une dizaine d'années, il y avait peu de choses qui étaient faites à ce moment-là, donc on avait peu de repères. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup de repères, et pas seulement dans une seule institution, dans plusieurs. Donc, il y a moyen non seulement de se concerter, mais de développer des projets communs. Collaboration entre les collègues de la même institution d'abord, en se disant, OK, il y en a qui l'ont déjà fait, comment apprendre d'eux, puis comment développer mes propres projets par la suite. Partage d'expériences, de connaissances et des stratégies. Donc, de savoir qu'on n'est pas isolé, qu'on fait partie d'une équipe et que cette équipe-là va progresser petit à petit, puis à partir de là, ouvrir vers d'autres institutions pour voir ce qui se fait ailleurs. Former ensuite ce personnel-là. Ceux et celles qui vont dire « oui, OK, j'embarque », il faut avoir une institution qui soit capable aussi de se dire « je vais investir dans la formation ». Vous le faites sans doute à l'Université d'Ottawa. On le fait, nous, à HEC. Et offrir du mentorat. Ce qui est plus récent, par contre. À HEC, du moins, depuis quelques années, on s'est dit, il n'y a pas seulement la formation, il y a un suivi post-formation. On se dit, OK, comment on fait un suivi plus lié à des trucs, à des recettes, à des manières de faire, par un enseignant ou une enseignante qui aurait déjà l'expérience et qui saurait comment guider ces étudiants-là. On parle bien de mentorat et non pas de coaching ici. Le coaching, c'est de dire quoi faire. Le mentorat, c'est d'écouter, de suggérer, puis de laisser aller, éventuellement. Donc, moi, on m'a demandé de le faire à HEC. J'ai accepté, j'ai réfléchi un peu parce que ça nécessitait quand même un peu de temps supplémentaire, mais je me suis dit, ça vaut la peine. Je l'ai expérimenté, comment je peux maintenant guider ceux qui viennent d'arriver. Alors, autant que possible, on cherchait un enseignant très expérimenté. Ça aurait pu être d'autres également. Il y a eu quand même quelques demandes et à travers ça, j'ai dit oui, OK, mais il y en aurait eu d'autres qui auraient pu très bien le faire aussi bien que moi, sinon mieux. Je ne suis pas sûre. Merci. Qui donne déjà un ou plusieurs cours hybrides, qui a cette expérience-là, qui participe aux formations également, qui supporte les premiers essais en ligne et qui assure un suivi de performance. En fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Qui écoute et qui encourage, donc nécessairement qui va rencontrer ces enseignants-là et qui va donner des trucs, des recettes, puis ensuite, comme je le disais, laisser aller l'enseignant pour qu'il développe sa propre stratégie. Une fois ça fait, et même pendant que ça se passe, il s'agit de réfléchir donc communément à ce qu'on appelle la transformation d'un cours en classe en cours hybride. Donc, il faut s'en rappeler, c'est toujours un investissement de temps. C'est déjà le cas pour préparer un plan de cours qu'on va donner en classe, mais c'est d'autant plus de temps pour se préparer à donner un cours en mode hybride. C'est un apprentissage nouveau. Donc, plus d'une centaine d'heures de préparation, prévoir du temps de pratique sur la plateforme d'enseignement, quelle que soit la plateforme. Nous, comme disait Lamiel tout à l'heure, on utilise toujours d'ailleurs la plateforme VIA, qui fait partie d'un processus que développe une entreprise qui est sise à Québec actuellement. Repenser mon modèle d'enseignement, c'est-à-dire organiser différemment mes contenus, compte tenu que je ne vais plus enseigner à des gens qui sont dans une classe, en tout cas une fois sur deux, mais qui sont aussi la semaine suivante dans une classe en ligne,
donc virtuelles. Même si je peux leur parler directement, je ne les vois pas comme telles. Animer aussi différemment la classe. Je vais en reparler tout à l'heure avant que je conclue cette présentation-là, mais l'animation est un nouveau métier pour l'enseignant. On est déjà des animateurs en classe. Animateur, hein, on se reporte au terme d'origine. On va chercher ça du côté latin et on se dit « anima », créer une âme, c'est-à-dire susciter un intérêt chez les étudiants qui sont à l'autre bout du processus, qui sont en ligne, mais qui nous voient nous, mais qu'on ne voit pas eux, et qui sont en train de se dire « est-ce qu'il me parle à moi? À qui il parle en fait? Je ne le sais pas. » Donc, il faut se réimaginer comme enseignant. Donc, créer une âme, c'est-à-dire devenir des véritables animateurs. Comme on dit animateur de radio, par exemple, ou animateur de télévision. Accompagner différemment les étudiants également. En ligne, ce n'est pas la même chose qu'en classe. On ne prend pas le même pouls. On ne sait pas exactement de quelle manière ils réagissent. On ne peut pas le savoir. Adapter, c'est-à-dire scénariser. Je prends un terme qui est lié au cinéma ou à la télévision, mais c'est voulu. Donc, adapter mon plan de cours pour refléter ma stratégie pédagogique. On ne fera pas une séance aujourd'hui de stratégie liée à un modèle pédagogique, mais je vais vous en présenter un quand même. Probablement que certaines d'entre vous le connaissent, mais il s'agit quand même de s'appliquer à se dire comment je vais faire un lien avec tous ces éléments-là qui sont liés à ce qui a déjà été fait, qui a été pensé par des penseurs, spécialement appliqués au domaine de la pédagogie universitaire, donc à l'enseignement, mais aussi à mes propres intérêts liés à la matière que j'enseigne, puis à ce que je veux que mes étudiants fassent ou comment je veux qu'ils réussissent. Tout ça est imbriqué à un moment donné et il s'agit de chercher le bon modèle. Alterner théorie et interaction pendant les activités en ligne de manière à ce que ça ne soit pas que l'enseignant qui parle. Ce n'est pas un passage obligé de faire 1h30 ou 3 heures d'enseignement en ligne magistral. Au contraire, il faut qu'il y ait des moments de théorie puis des moments d'interaction avec nos étudiants. Quel type d'interaction? Je vous en montrerai quelques extraits tout à l'heure sur une vidéo. Donc, on dit que ces interactions-là nécessitent entre autres d'utiliser, si la plateforme le propose, des sondages occasionnels, des présentations des étudiants qui peuvent se faire en ligne, des tableaux blancs qu'on offre aux étudiants sur lesquels ils peuvent écrire, en fonction de questions, par exemple, que l'enseignant pose, des tableaux blancs de remue-ménage, des analyses de cas. La Miel en faisait mention tout à l'heure, mais on utilise beaucoup l'analyse de cas. Donc, comment passer d'une analyse de cas en classe à une analyse de cas en ligne tout en gardant ça pertinent? Puis des ateliers virtuels. On sait que sur la plateforme VIA, mais j'imagine que c'est le même cas pour plusieurs autres plateformes, on peut distribuer nos étudiants dans différents ateliers en ligne et l'enseignant circule d'un atelier à l'autre pendant que les étudiants se parlent entre eux pour essayer de faire un lien entre ce qui est en train de se raconter, puis revenir ensuite en grand groupe virtuel. Un des modèles qui existe, ce n'est pas le seul, le modèle TPACK. Donc, je vous en parle rapidement, mais je vous ai mis, je ne sais pas si les diapositives vont être utilisées ensuite. Oui, donc on vous les livrera. Et j'ai indiqué en bas ici là, la source qui est Patrick Plante de l'UQAM, mais ça aurait pu être plusieurs autres sources. Ce modèle-là est un modèle qui peut être très utile. Donc, facilite l'utilisation d'une technologie appropriée, qui est dans notre cas la technologie VIA. Explicite la place de l'enseignant et de l'apprenant en tenant compte donc des 3 éléments que vous voyez au tableau dans le moment. Donc, quel est le contenu que je dois livrer? Quelle est la matière que j'enseigne? Dans mon cas, sociologie du travail, ça pourrait être management, gestion de projet. Donc, voici mon contenu. Comment dois-je le livrer? Quel type de pédagogie je veux utiliser? Est-ce que c'est une pédagogie qui va tenir compte de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que je vais tenir compte du fait que mes étudiants vont avoir à préparer leur lecture avant d'arriver en classe, puis en classe, plutôt que de livrer la théorie, on va plutôt co-construire cette connaissance-là en appliquant ça, par exemple, à un cas ou à une expérience vécue par un étudiant dans son milieu de travail. Donc, quel type de pédagogie je vais utiliser? Est-ce que c'est une pédagogie de type plutôt socio-constructiviste? Plusieurs possibilités. Puis finalement, la technologie. Il ne faut pas que la technologie vienne s'imposer à l'enseignant. Il faut qu'elle soit utilisée par l'enseignant à la suite de sa réflexion sur son contenu et le type de pédagogie qu'il va employer. Comment, à partir de là, la technologie va-t-elle devenir une aide
comme telle, plutôt qu'une imposition de fonctionner d'une certaine manière. Il faut ouvrir ça et devenir vraiment créatif en fonction de ça. Augmente la pertinence de l'enseignement et de l'apprentissage, pousse l'enseignant à repenser ses stratégies pédagogiques. Forcément, on enseigne peut-être d'une certaine manière, mais il faut s'ouvrir à d'autres. Donc, il faut se laisser surprendre autant que possible. Et puis, affine le regard critique de l'enseignant sur la place que doit garder la pédagogie lorsqu'il y a usage de la technologie. Ne pas se laisser imposer cette technologie-là, c'est fondamental. Ce n'est pas elle qui doit nous changer, on doit aussi pouvoir l'adapter en fonction de nos besoins. Je vais vous montrer un premier exemple, donc lié à l'alternance théorie-interaction. C'est à peu près un petit 2 minutes, puis je vous reviens ensuite. Pour terminer, avant qu'on entre de plein pied dans notre cas, donc rappelez-vous, voici la grille d'analyse stratégique. Alors nous autres, ce soir, on est dans cette partie-ci qui concerne les faits seulement. Donc pour les acteurs que je vous avais déjà identifiés. Et ça sera la semaine prochaine. Je vous rappelle toujours que ce n'est pas séance 5, mais séance 4. Allons-y maintenant. Donc, vous avez visionné Los Mexicanos, le combat de Patricia Pérez, et là, on va appliquer la grille de l'analyse. Donc, il s'agit d'abord de recueillir des faits et de les transcrire dans la grille d'analyse sans porter de jugement. D'abord, les buts. Alors, là, on y va. Là, il y a beaucoup d'interactions. Alors, les équipes 2, 3, 4 et 5 d'abord. Je vous donne accès à vos outils et je vous demande d'identifier au moins un but, au moins un des fermiers québécois, selon ce que vous avez vu dans le film. Qu'est-ce qu'ils visent à faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, profit, oui, bien sûr. Main-d'œuvre pas chère, tout à fait. Comme si, effectivement, et d'ailleurs, je vais juste essayer de tracer. Je vais essayer de me faire une ligne quelque part. Oui, voilà. Donc, main-d'œuvre pas chère et profit ici peuvent être reliés dans la mesure où, justement, moins on paye cher la main-d'œuvre, plus les profits peuvent être au rendez-vous. Donc, je vais enlever ma ligne pour laisser de la place aux autres. Donc, profit, cultivé, produit local, OK, survie. Oui, on est dans cet ordre de choses-là, la survie de l'entreprise ici, effectivement. Donc ça, c'était Caroline qui le décrivait. Ici, je vais juste déplacer des choses. Ne vous inquiétez pas, quand vous écrivez les uns par-dessus les autres, moi, je vais déplacer pour que ça soit lisible ensuite. Eh bien, peux-tu le mettre à pause? Même chose ici. C'est beau? Est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà la plateforme VIA? Personne? Donc, on n'est pas là pour vendre la plateforme VIA. Ce n'est pas ça l'idée. C'est juste de vous dire, selon la plateforme que vous utilisez, généralement, elles sont assez souples pour vous permettre de faire plusieurs choses, dont l'utilisation des outils d'annotation où les étudiants peuvent écrire sur le tableau. Dans le cas présent, ce qui est avantageux, c'est qu'on ne peut évidemment pas le faire parce que là, c'est une captation vidéo, tirée directement d'une séance en ligne, mais lorsqu'on est live avec nos étudiants dans la séance virtuelle, on peut utiliser, entre autres, le pointeur de la souris. Et en pointant sur la ligne qui est en train de s'écrire, on sait quel étudiant ou quelle étudiante est en train d'écrire et on peut la nommer directement. Donc, dire « Lynn est en train d'écrire ceci », puis commenter son passage. Ce qui est personnalisant, je dirais, si je peux utiliser ce terme-là. Et au fur et à mesure, bien, vous voyez défiler en bas à gauche les clavardages des étudiants. Ça, je vais vous en reparler également tout à l'heure parce que c'est un coin à gauche qui est essentiel pour l'enseignant, autant pour les étudiants, mais très, très important pour les enseignants. Surtout pendant la séance, mais aussi à la suite de la séance, quand c'est enregistré, qu'on peut revisionner ce qui s'est écrit là. Et ça déboule rapidement, ce passage-là. Donc, je pense qu'on peut arrêter ça, celle-là. Ça, c'est le rythme qu'on est en train de se donner en se disant, OK, je vais donner un peu de matière, puis ensuite, je vais donner l'occasion aux étudiants de tout de suite l'appliquer en fonction de certaines stratégies, dont celle d'écrire directement sur les tableaux blancs. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'alternance théorie, puis interaction, et ainsi de suite, au fur et à mesure. Je vous en parle ça aussi tout à l'heure. La préparation d'une séance en ligne. Bon.
La plateforme VIA nécessite un travail évidemment important sur le plan de la réorganisation du contenu des séances en ligne. Donc, ma séance 3, ma séance 5, ma séance 7 et ainsi de suite que je donne habituellement en classe sur 3 heures, comment je fais pour livrer cette matière-là en me disant que je vais peut-être avoir à donner 1h30 ou 2 heures plutôt que 3 heures et que mes étudiants ne sont pas là devant moi en classe. Donc, je ne peux pas voir comment ils réagissent. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ça, il faut que j'y réfléchisse quand je construis ma séance. Généralement, on utilise une stratégie qui passe par un raccourcissement de la séance en ligne. 90, 120 minutes. Évidemment, il y a des exceptions. Dans certains cours, la matière est tellement dense qu'il faut quand même proposer 3 heures, où là, on va mettre peut-être plus de pauses. Mais c'est très exigeant d'enseigner en ligne. Pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, c'est très exigeant du point de vue d'abord du stress, de la surveillance un peu des différents éléments qu'il faut contrôler, comme un tableau de bord, dans le fond, et de se dire, bon, bien, j'espère qu'il n'y aura pas de pépins techniques. Généralement, il n'y en a pas. Ça peut se produire, c'est une technologie. C'est prévisible qu'il y ait toujours parfois des pépins, soit du côté de l'étudiant qui a un problème avec son Wi-Fi, ou de l'enseignant qui a un problème avec son micro, mais on a toujours quelqu'un qui nous aide. Chez VIA, par exemple, on n'a qu'à téléphoner rapidement et ils viennent solutionner notre problème. Il y a toujours un ange gardien quelque part. Élaguer la matière et conserver l'essentiel pour ce qu'on donne en séance en ligne. Donc, on se dit, OK, là, il faut que j'élimine des choses. Est-ce que je peux mieux synthétiser? Ou s'il y a des choses en classe que je dis qui sont simplement le fait que je suis tellement habitué de le donner que je peux prendre le champ à un moment donné puis parler d'autres choses. Mais sachant qu'une séance en ligne est plus stressante, donc plus épuisante, pour ceux qui l'ont expérimenté, vous le savez déjà. Donc, qu'est-ce que je peux laisser de côté pour garder l'essentiel? Donc, tout un travail de synthèse à faire, de retour en arrière pour se dire, OK, ça, je n'ai pas vraiment besoin. Ça, je vais le garder et je vais pousser plus loin. C'est ce travail-là qui s'avère le plus long et le plus délicat. C'est souvent déchirant, d'ailleurs. On est tellement attaché à notre matière qu'on se dit, je ne peux pas laisser aller ça. Oui, on peut le faire, mais ça nécessite aussi une réflexion personnelle, puis peut-être un peu de concertation avec d'autres qui l'ont déjà fait au préalable. Puis en ligne, bien sûr, bien répartir les moments réservés à la diffusion de la connaissance, donc la théorie, l'interaction avec les étudiants, fondamentale. Je dirais que c'est un peu comme raconter une histoire. C'est un peu la métaphore du roman d'aventure. Il faut avoir des bons personnages, il faut avoir une bonne histoire, puis des moments où on capte l'attention un peu plus spécifiquement de l'étudiant. Donc, de se dire, OK, rendu au bout de 10 minutes, il se fatigue, l'étudiant. Donc là, il faut le faire interagir. Il faut qu'il travaille. Puis ensuite, on revient un peu de théorie, puis on la remet en pratique par des interactions avec les étudiants, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Puis proposer, bien sûr, à la fin, mais comme tout bon prof le fait, une bonne synthèse de la séance. Pour le design comme tel, OK, comment je vais dessiner ma séance en ligne? Donc, mes 6, 7, 8 séances selon le cas. Donc, l'étape consiste en un exercice de design de la présentation en vue de captiver. C'est vraiment le mot « captiver ». Comme on dit « animer », il faut captiver l'étudiant. D'abord, scénariser. Je reviens encore à cette métaphore du cinéma ou de la télévision. Il faut se faire un script, se dire « OK, comment ça va être présenté à l'étudiant qu'il reçoit à l'autre bout sur son ordinateur ». Donc, travail sur le synopsis et les séquences de chaque séance en ligne. Si je fais 90 minutes, je prévois quoi dans les 10 premières minutes? Comment je présente ça? Comment je le capte tout de suite en partant? Vous lisez un roman, je parle de roman, là, je ne parle pas de livre théorique. Quand vous lisez un roman, vous allez être capté dès le départ. Sinon, ça risque d'être un peu plus long et peut-être même de vous décourager en cours de route et calculer qu'un 10-20% vont abandonner. Donc, vous vous dites, OK, comment je les harponne tout de suite, là? Comment je vais les chercher, puis qu'ensuite je les garde jusqu'à la fin. Donc, travail sur le synopsis, les séquences de chaque séance en ligne, donc l'histoire que je vais raconter. Par exemple, un texte appuyé par une image. L'idée étant ici que, et ce n'est pas obligatoire de le faire, mais l'utilisation du PowerPoint est peut-être la plus simple, la plus souple, mais en même temps la plus puissante. Mais évidemment, si vous travaillez plus avec des chiffres, Excel va être un excellent accompagnateur. Word peut être utilisé aussi, évidemment, PDF. J'aime bien utiliser PowerPoint, surtout qu'on peut animer nos diapositives comme telles. Mais l'idée étant, et je l'indique en bas, du point de vue de la sémio, il ne s'agit pas de doubler le signe, mais de l'accompagner, ce qui rend d'autant plus importante la recherche d'images. Quand vous dites quelque chose, n'utilisez pas un texte qui répète ce que vous dites. Vous le savez déjà. Donc, à la diapositive, si je répète exactement ce qui est indiqué à la diapositive, ça n'est pas intéressant.
Donc, il s'agit juste de se dire, OK, comment je traduis ma pensée en une image qui parle suffisamment. Dans cette séance portant sur le travail des femmes, donc la progression des femmes dans les milieux de travail depuis une soixantaine d'années, je réfère entre autres à une recherche menée par une sociologue française qui nous parle des 3 grandes étapes du travail des femmes. Et là, il s'agit, pour la diapositive qui est là, de la tradition. Donc, j'indique en bas qu'on est dans une période de fort taux de fécondité, qu'il y a un faible taux d'activité à l'extérieur du foyer familial et que donc ça concerne les pays en voie de développement, puis le Québec avant les années 60. Alors, je me disais, comment je peux illustrer ça? Bien, l'illustration est celle des grandes familles qu'on a connues dans les années 50 et précédentes, au Québec particulièrement, et de se dire, OK, comment je peux agrémenter ma photo de textes qui ne soient pas trop lourds et qui me permettent de développer ma réflexion un peu plus. Ça, c'est un point de repère qui s'appelle la scénarisation. Mais là, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut penser à toutes les diapositives qu'on va présenter. Donc là, c'en est une parmi une soixantaine peut-être, sur une durée de 90 minutes, par exemple, en ligne. Travail long, mais une fois que c'est fait, à ce moment-là, on a vraiment canné, comme on dit vulgairement, notre cours. Puis le rythme. Il n'y a pas que la scénarisation. Là, j'aurais mes diapositives, mais je me dis ensuite comment je rythme ça pour arriver en salle virtuelle et que là, ça se passe réellement. Donc, organiser des thèmes de chaque séance en fonction de leur durée. Donc, succession des diapos, l'enchaînement de la théorie et des interactions. Donc, créer un mouvement, en fait. Véritablement créer un mouvement, que l'étudiant se sente toujours concerné là-dedans. Scénariser et rythmer, appuyé par les outils, bien sûr, de la plateforme VIA. Là, je reviens à mon TPAC de tout à l'heure en me disant, bon, là, maintenant, ma technologie peut m'aider à le faire. Je l'ai apprise au départ, on m'a formé à cette plateforme-là, je comprends comment elle fonctionne. Là, maintenant, je peux m'en servir parce que là, je vais lui imposer le contenu que je veux livrer à mes étudiants. Ce n'est pas elle qui me l'impose, c'est moi qui m'impose à cette technologie-là et qui peut l'utiliser en conséquence. Quelques exemples parmi une seule séance de scénario et rythme. Bien, vous avez là mes diapos. Il y en a, c'est une partie seulement, c'est 1/3 des diapos que j'utilise, mais en vous disant, OK, la partie théorie est en rosé ici. Donc, ce que je dis et que l'étudiant doit apprendre, ou du moins que je traduis à partir des lectures qu'il a eu à faire pendant la semaine. Donc, là, je me dis, OK, qu'est-ce que je conserve, que je lui livre en ligne, et comment je le fais travailler au fur et à mesure sur certains passages théoriques, qui, eux, sont en jaune ici. Donc, les parties jaunes sont les interactions avec les étudiants, où je leur donne accès soit à leur outil d'annotation pour qu'ils puissent écrire. Dans le cas présent, je me suis assuré, lors des 2 premières séances en classe, de les diviser en équipes de 5 ou 6 étudiants. Et quand je fais appel à eux en ligne, bien, je leur dis, bon, bien là, je demande aux équipes 2, 3, 4 et 5, par exemple, d'écrire au tableau. Et pendant ce temps-là, les autres équipes, bien, vous pouvez écrire aussi, bien sûr, dans le clavardage pendant ce temps-là. Ce n'est pas interdit de le faire. C'est accès, c'est public. Théorie, les 2 suivantes. Ensuite, encore de la pratique. Théorie, pratique, et ainsi de suite. 5 à 10 minutes de théorie, 5 à 10 minutes de pratique, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Évidemment, à travers ça, bien, il faut réfléchir à notre métier. C'est un métier, enseigner. C'est un noble métier, mais qui se transforme et de plus en plus rapidement aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies qui arrivent, on n'a pas le choix, il faut s'adapter. S'adapter, mais rester critique. Donc, enseigner en ligne change les manières de faire. On a maintenant un rôle d'animateur, pas seulement d'enseignant, mais d'animateur. Créer une âme, animer littéralement la salle de classe. Comme à la radio ou à la télévision. Ça ne veut pas dire qu'on a été déjà animateur de radio. Je l'ai déjà été, mais ça veut pas, c'est une fois une obligation de se dire, celui qui écoute à l'autre bout à la radio, il ne voit pas l'animateur. C'est quelque chose d'assez spécial. Et l'animateur sait très bien qu'il doit toujours encombrer, mais ce n'est pas au sens négatif, mais encombrer son micro, c'est-à-dire ne pas créer de silence. Que la personne à l'autre bout qui écoute l'animateur sache qu'il parle à lui ou à elle. Et qu'il soit toujours captivé par ce que l'animateur dit ou fait. Un peu pareil aussi pour l'animateur de télévision qui regarde assez souvent la caméra en se disant, de l'autre côté de la caméra, il y a des gens qui me regardent et qui se sentent interpellés par ce que je suis en train de dire. Mais si je ne regarde jamais la caméra, ils ne se sentiront pas interpellés, donc ils ne seront pas captivés. Et quand je dis caméra, c'est simplement qu'il est bon, comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente,
c'est-à-dire dans la vidéo, de voir l'enseignant, de capter l'attention de l'étudiant par au moins l'enseignant qui occasionnellement est visible et qui regarde sa caméra en se disant, de l'autre côté, c'est l'étudiant que je vois, même s'il sait que c'est virtuel. Cadrage adéquat à la caméra web. Au départ, les enseignants sont très mal cadrés. Ils n'arrivent pas à bien positionner, par exemple, la tablette de leur ordinateur, donc la webcam les prend juste là. Ou alors ils sont vraiment décalés vers la gauche ou la droite. L'éclairage n'est pas bon, on les voit à peine. C'est plutôt vert ou c'est plutôt sombre. Ça, il faut l'ajuster. C'est important. Éviter les silences pendant la séance en ligne synchrone autant que possible. Laisser le temps, bien sûr, occasionnellement, de laisser réfléchir l'étudiant, mais de commenter, d'ajouter des commentaires au fur et à mesure. Gérer la salle virtuelle avec tous les outils que ça suppose. Donc, le clavardage, les droits de parole, les outils d'annotation, les sondages et que sais-je encore, le micro, si on veut l'allouer à l'étudiant pour qu'il puisse parler. Maintenir un rythme efficace, je reviens souvent là-dessus, mais c'est fondamental. Donc, captiver les étudiants, sinon ils pourraient se lasser rapidement. Une classe virtuelle, c'est une classe invisible, alors il faut aller chercher le pouls de chacun, animer le groupe. En classe, facile d'aller chercher le pouls de chacun. On les voit, ils réagissent. On voit ceux qui sont en train de s'endormir. On voit ceux qui sont complètement ailleurs. On voit ceux qui ne sont pas intéressés. On le sent, le pouls de notre classe. Pas pareil en salle virtuelle, on ne les voit pas. De là, le fait qu'on a aussi l'outil de clavardage qui nous permet de suivre un peu le rythme de l'étudiant. Donc, idéalement, raccourcir la durée de chaque séance en ligne qui est beaucoup plus stressante. Puis surtout, quand nos étudiants quittent la salle réelle en classe, on les voit sortir, la porte claque même parfois. Mais quand ils quittent la salle virtuelle, on ne le sait pas. Sauf si on a demandé, puis même à la rigueur, ils ne le font pas toujours, si on a demandé, quand vous quittez, mettez-moi un petit icône d'horloge pour me dire que vous êtes absent pour un moment et peut-être aller chercher un café. Mais sinon, on ne sait pas s'il est parti. Son nom est toujours affiché. On pourrait l'interpeller, puis il n'y aurait pas de réponse, ce qui fait que ça fait attendre les autres pendant ce temps-là. Deuxième petite vidéo, donc, portant sur le processus animation, gestion des outils et rythme de la séance. Est-ce qu'on a le temps, Éric? Oui. Là, on va le chercher à 2h31, Daniel. La socialisation, c'est aussi finalement apprendre des codes symboliques. Donc, je vous en parlais tantôt. Exemple, les graffitis. S'ils sont écrits, par exemple, dans notre langue commune, par exemple le français, on les comprend. Mais s'il s'agit de symboles incompréhensibles, peut-être que c'est réservé à une minorité de gens à ce moment-là. Donc, les graffitis, ce sont des codes symboliques. Les logos, tous les logos qui existent, et il y en a tellement, sont aussi des codes symboliques. Le langage architectural, la devanture des maisons, la devanture des édifices, les grandes banques avec leurs grandes colonnes, la HEC, tiens, puisqu'on parle de colonnes, l'édifice principal de Côte-Sainte-Catherine, quand on est devant, sur la rue Côte-Sainte-Catherine, sur le chemin, on voit, il y a des escaliers d'abord pour monter. En haut, il y a ces grandes colonnes, les grandes portes vitrées, immense édifice, en fait, qui envoie un message à ceux qui passent en bas. La tenue vestimentaire également, comment est-on habillé? Quel message lance-t-on par le fait d'être habillé de telle ou telle manière? Alors, on va aller voir des exemples de codes symboliques dans les diapositives qui suivent. D'abord, ce que je vais vous demander, c'est d'identifier ce symbole-là. Dans la diapositive qui va suivre, vous allez retrouver le symbole. Il va être un petit peu moins visible, mais au moins que vous puissiez l'avoir sous l'œil pendant que les équipes qui vont être identifiées vont devoir me donner une proposition. Caroline, dans le clavardage, si vous avez ces comportements typiquement féminins, c'est mauvais pour votre carrière. Oui, en effet. En tout cas, malheureusement, je dirais. Alors, les équipes 2, 3, 4 et 5, je vous donne accès à vos outils. Donc, d'après vous, quel est ce symbole? Que représente-t-il? Là, vous êtes obligé d'interpréter, évidemment. Et toute interprétation ici est soumise à l'essai et à l'erreur, donc c'est permis de se tromper. Il faut faire des tests. On interprète en fonction de ce qu'on sait, de l'histoire, des contextes. Donc, la femme, OK, libération, femme au pouvoir, la féminité, avec un point d'interrogation pour Carl. Women's Liberation Organization, ça c'est Ibrahim, OK. Force, libération de la femme, le féminisme, OK. Ça c'est intéressant déjà.
Caroline, tu ajoutes Femme au pouvoir, libération de la femme, sans doute. OK. Je peux le mettre à pause. Donc, toujours le même principe, dans le fond, de se dire, OK, j'avais une partie théorique qui était liée à une explication sur ce qu'est la sémiologie, mais vraiment une base, et de faire un lien entre un signifiant et un signifié, par exemple, entre le signe lui-même, un logo, et son explication. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas toujours évident. Et là, je les faisais travailler là-dessus pour essayer de voir un peu comment ils pouvaient interpréter cette image qui est à l'écran. Et ensuite, je revenais pour leur donner la réponse finale, mais en leur faisant bien comprendre qu'ils étaient quand même intelligents et qu'ils avaient aussi des références contextuelles pour pouvoir le faire, et que l'essai-erreur est un processus scientifique également, qu'on peut se tromper en cours de route, qu'on revient puis qu'on réfléchit. Et toujours en bas à gauche, le clavardage pendant ce temps-là, des étudiants qui s'interrogent, qui se parlent entre eux même si on ne les entend pas, ils se parlent, ils interviennent. Et c'est ce que j'appelle les murmures du clavardage. Donc, l'utilisation de la plateforme VIA durant une séance en ligne nécessite beaucoup d'attention de la part de l'enseignant. Plusieurs aspects liés à l'expérience d'enseignement en classe sont bousculés. L'enseignant a l'habitude de prendre le pouls de son groupe. En ligne, il ne voit qu'une liste de noms. On l'a, la liste de noms. Elle n'est pas complète, d'ailleurs. C'est une capture d'écran, mais on les voit là. Bon, ils sont là. C'est indiqué. Ils sont entrés dans la classe virtuelle, mais c'est tout. L'espace-temps d'une salle de cours et des étudiants qui s'y trouvent n'est pas la même en ligne. N'est pas le même. Il ne voit ni n'entend ses étudiants, sauf exception, sauf si on donne accès au micro, par exemple, occasionnellement. Ce que les étudiants peuvent échanger verbalement, bien là, on le retrouve sur le clavardage. Et il est riche en termes de renseignements. Quand on s'habitue, peu à peu, on devient assez habile avec l'outil, on peut faire de temps en temps une petite vérification sur ce qui s'écrit parce que ça flash, comme on dit en anglais, que ça flash en vert. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer un commentaire, ça flash. Donc, notre œil le voit, puis on va le chercher pour se dire, OK, c'est important, on le lit rapidement en diagonale, on se dit, wow, OK, ça, je vais le citer. Tel étudiant vient d'écrire telle chose, vous le voyez, tiens, je vais y répondre. Sinon, on laisse passer. Et on y revient éventuellement. Puis on le revisionne dans les jours qui suivent pour se dire, est-ce que c'était suffisamment important pour que je le ramène en classe la semaine suivante? Puis qu'on développe un peu là-dessus. Là, l'étudiant peut élaborer. Puis, bien sûr, pour finir, des nouvelles aptitudes. Donc, avant d'entrer dans une salle virtuelle, on a préparé notre séance, mais on sait que quand on va entrer dans la salle virtuelle, on va avoir à manipuler toutes sortes de petits outils qui nécessitent du va-et-vient entre les étudiants et soi. En ligne, virtuellement, il y a un track qui s'installe, plus important que celui de l'entrée en classe. Puis il y a du stress. Le stress, ça peut être un moteur très positif, parfois négatif. Il y a des enseignants à qui on demande, des chargés de cours surtout, est-ce que ça t'intéresse de t'intégrer dans le processus, qui me disent oui au départ, puis qui, après l'avoir un peu expérimenté en pratiquant, pas dans une vraie salle de cours virtuelle, mais en pratiquant avec des collègues, se disent non, c'est pas pour moi. J'ai trop peur. Ça va, c'est tout à fait correct d'ailleurs. Je préfère rester en classe. Très bien. Il ne faut pas imposer. Il faut proposer, comme je le disais au départ. Débit de la voix. En salle de cours, c'est pas la même chose, on est en direct. Mais en ligne, il est important de ralentir son débit et donc de respirer autrement, de prendre son temps, de ralentir ce débit-là. D'abord parce que ralentir le débit nous épuise beaucoup moins. On peut se permettre effectivement de prendre des petites pauses, puis de ne pas s'interdire de boire de l'eau en cours de route, évidemment, parce que ça nécessite d'en boire aussi. C'est assez déshydratant. Regarder ma caméra web de temps en temps, de me dire, non, il faut que je regarde mes étudiants, là. Donc, je fixe ma caméra pendant un petit moment, puis je reviens de temps en temps au fur et à mesure que ça avance. Chaque étudiant a le sentiment d'être interpellé du fait que je le regarde personnellement. Puis de la bonne humeur. De la bonne humeur. C'est ce que je dis à ceux avec qui je travaille parmi les enseignants. Hey, souriez. On vous voit, là. Vous êtes à l'écran. Souriez. Ayez du plaisir. Riez même, c'est le fun. Vous interpellez vos étudiants autrement. Et ils y prennent plaisir. Et ils vont vous le dire à la fin quand la séance va être terminée. Merci, c'était agréable. Bonne séance en ligne. Ils vont vous le mettre dans le clavardage, ça va défiler. Vous pouvez même leur demander. C'est gratifiant au bout de la ligne. À toi la mienne. Merci. Rapidement, parce que de toute façon, je parle vite, là, je ne serais pas bonne pour faire les séances en ligne. On va parler d'un peu des perspectives d'avenir, mais avant,
Je voudrais vous présenter un peu ce que les enseignants pensent, les enseignants qui l'ont fait, là, pensent de l'enseignement hybride. Ce qu'ils préfèrent, j'ai mis en rouge, ce qui ressort beaucoup, là, une plus grande participation en classe virtuelle qu'en présence. Mais comme vous l'avez mentionné, je pense, Gilles, c'est surtout sur le chat puis dans les tableaux blancs pour les annotations. Mais c'est intéressant de voir qu'ils sont plus actifs qu'en classe. Plusieurs professeurs se sont dit étonnés du même effet que ça produisait, même si la matière était condensée. Une heureuse surprise à ce niveau-là. Puis, bon, c'est toujours agréable de découvrir des nouveaux outils, une nouvelle manière d'enseigner. Avait l'impression de se refaire un peu. Ensuite de ça, réduction du déplacement. On l'a mentionné pour les étudiants, mais pour l'enseignant aussi, c'est le fun. S'il y a une bonne connexion, il peut enseigner chez lui. Donc, ça peut être un avantage considérable aussi, là, dépendamment de la distance qui le sépare de son lieu de travail. Puis, il y a aussi le renforcement de la valeur des séances en classe. Quand on les voit une fois sur deux, la fois où on les voit, on veut que ce soit bien rentabilisé, qu'on en profite bien. Ce qui ressort au niveau des étudiants, les étudiants hésitent à s'exprimer au micro. Je pense que là aussi, Gilles l'a mentionné, c'est à un autre niveau que s'effectue la participation. Mais c'est une déception chez les enseignants. Je pense qu'il aurait souhaité qu'ils prennent plus la parole. Au niveau du prof, c'est évidemment la charge de travail puis le stress ressort. Gilles a parlé du trac que ça procure, c'est vraiment ça. C'est un trac. Avant d'entrer en classe aussi, il y a un trac, mais en ligne, je pense qu'il est augmenté. Ce qu'il pourrait recommander à d'autres, donc à vous, profs de l'ETS, si vous vous y mettez, tout d'abord être motivé, Gilles l'a dit, la bonne humeur et tout ça. Puis je pense que la charge de travail fait en sorte que c'est encore plus vrai. Il faut repenser l'ensemble de son cours, on en a parlé abondamment, désigner vraiment soigneusement toutes les séances de façon à ne pas être pris au dépourvu. Improviser en salle de classe, c'est plus facile qu'improviser derrière un micro, casque, vraiment. Faut bien s'approprier la technologie, prendre le temps de bien connaître son outil. On en a des téméraires qui sont assis, « Ah, ouais, ça va bien aller, ça va bien aller », ils sont assis derrière l'outil, puis non, ça n'a pas bien été. Il faut vraiment prendre le temps de connaître la technologie pour que ça soit presque transparent quand on l'utilise. S'appuyer sur l'expertise du mentor puis des conseillers pédagogiques. Donc, pas avoir peur d'aller chercher du soutien puis de profiter de cette expertise-là de ceux qui l'ont déjà essayé ou autre. Puis, il faut surtout oser faire différemment, oser essayer des choses, changer son cours, le revoir autrement. Il faut vraiment s'essayer. Les leçons apprises par l'école maintenant. On aurait dû, c'est plein d'on aurait dû, mais on vous les partage, on ne fait pas la langue de bois, là. On vous partage les on aurait dû. Peut-être faire plus de publicité auprès de nos étudiants. Les cours avaient une bonne autorité, mais ça s'est fait de bouche à oreille. Donc, ça a été long, puis bon, bref, c'est quelque chose qu'on n'a pas publicisé, puis c'est un avantage qu'on a à HEC pour nos étudiants, quelque chose qu'on leur offre, puis on ne l'a pas assez mis de l'avant. Les cours sont pleins maintenant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, de popularité ou autre, mais c'est quelque chose qu'on devrait mettre plus de l'avant comme une opportunité pour nos étudiants. Faire de l'assurance qualité. Gilles parlait, puis avec son rôle de mentor, il suivait un peu plus les enseignants, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on aurait dû peut-être suivre d'un peu plus près. Là, une fois que les enseignants étaient lâchés lousses, comme on dit, Gilles arrivait, mais avec 100 enseignants, Gilles ne pouvait pas fournir tout seul à s'assurer que les séances qui étaient en ligne étaient de bonne qualité. Donc, il aurait fallu mettre en place un processus à ce niveau-là. Oups, je suis allée trop vite. Puis, apporter plus de soutien. Ça rejoint l'assurance qualité dont je mentionnais. Autant au début qu'à la fin, si on avait su, je ne sais pas, on aurait mis probablement plus d'effectifs là, pour accompagner ces enseignants-là. Maintenant, nouveau défi, j'en ai parlé brièvement tantôt pour HEC. On va essayer de passer certains de ces cours-là de synchrone à asynchrone. Donc, ça ne sera peut-être pas aussi captivant que ça, mais ça risque de changer la formule, à tout le moins. Il y a plusieurs raisons qui ont motivé ce choix-là. Ça ne veut pas dire que tous les cours vont y être court terme. Là, c'est vraiment, on essaie. Je vous parlais d'exploration tantôt. Plusieurs raisons motivent ça. Évidemment, une question de coût. Donc, ça va être moins coûteux probablement d'avoir un cours qui est déjà monté à moitié, puis tout ça. Une gestion des locaux aussi, beaucoup plus facile si les cours sont complètement asynchrones, puis c'est plus facile de faire le zipper, entre guillemets. La flexibilité que ça apporte aux étudiants et à l'enseignant une fois que le cours est monté, pas pendant, évidemment. Notre offre pour le marché aussi, c'est une offre intéressante pour l'étudiant parce que il peut gérer son horaire. Là, avant même la séance en ligne, il devait être là le mardi soir à 19h, il devait se brancher. Là, c'est beaucoup plus flexible. Cette semaine-là, il n'y a pas de rendez-vous. Là. Donc, il peut à ce moment-là avoir toute la semaine pour faire sa séance, l'équivalent du travail qu'il est demandé pour la séance. Une synergie surtout
pour les produits. En fait, les produits qui vont... Moi, je pourrais bien dire ça. Ce qui va sortir comme matériel, bref, suite au passage à asynchrone, vont pouvoir être réutilisés ailleurs. Donc là, on vise une réutilisation dans d'autres programmes, dans d'autres contextes. On pense aux cours entièrement en ligne qu'on développe, puis au MOOC. Donc, on voudrait réutiliser ce qui se fait de façon encore là à réduire les coûts. Puis ça va permettre... En fait, ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'il va falloir accompagner les enseignants pour s'assurer d'une certaine qualité des cours. Si on veut réutiliser ça, faut que le standard de qualité est plus élevé. Bon, je me suis devancée moi-même. Voilà. Donc, on est encore en train d'explorer. On essaie cette formule-là. On va voir ce que ça donne. On ne fait pas de désaveu de l'expérience qu'on a fait en synchrone. On va continuer aussi le synchrone, mais on est prêt pour essayer autre chose. Puis, bof, on verra où ça va nous mener, là. On ne sait pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Merci. Je voulais avoir votre idée sur le partage éventuel d'un cours entre différentes universités. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'il y aurait du bon à ça? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je peux répondre. Je ne sais pas ce que bref, il y aurait du bon. Il faudrait que d'en haut... Mais en Ontario, vous n'avez pas eu quelque chose comme ça, hein? Campus Ontario, à travers le collégial et l'université, il y a un partage de cours. Les crédits sont transférés entre universités. Donc, c'est-à-dire, on peut prendre un cours de biologie qui est en ligne à York et utiliser les crédits à l'Université d'Ottawa ou à l'Université de Toronto. Donc, il y a des initiatives provinciales. Je sais qu'à l'Université d'Ottawa, la province de l'Ontario, il y a quelque chose de ce type qui évolue beaucoup et est en croissance. D'ailleurs, Colin est sur le comité directeur de ce groupe, consultatif, je veux dire. Mais au Québec, je ne sais pas. Bien, il n'y a pas d'initiative comme ça au Québec, mais il faudrait que ça vienne du provincial, je pense, de façon à organiser les crédits pour que... On n'a plus de CREPUC, mais le BCI, je ne sais pas, devrait... En tout cas, je ne veux pas mentionner. Nous, on aurait de l'ouverture. Ouais. C'est tout un enjeu, hein, vous soulevez là. La plateforme de classe virtuelle, c'est de VIA. VIA, de SVIE Solutions, l'entreprise. Ouais. Le petit carré, là, où les gens... Pourquoi c'est divisé en quatre fenêtres, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que vous avez vu, donc, moi, en haut à gauche, en bas, les clavardages, puis le... Non, dans la fenêtre principale. La fenêtre principale, c'est toujours divisé en quatre. Excusez, on va y arriver. C'était le tableau blanc, c'est toi qui l'avais divisé en quatre. Sur la diapositive? Oui. OK, c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu le faire simplement pour une seule équipe et il y aurait eu le grand écran complet. En fait, c'est une diapositive. C'est des 2, 3, 4, 5, c'est les équipes? C'est les équipes, oui, tout à fait, absolument. Donc, j'aurais pu, si j'avais eu moins d'étudiants, j'aurais utilisé pour une seule équipe toute la diapo. Mais compte tenu que j'avais beaucoup d'étudiants, là, je me suis dit, OK, on n'en sortira jamais, je ne pourrais jamais passer à travers ma matière. Là, je l'ai divisé en quatre parties, tout simplement. C'est une stratégie personnelle. Puis, ce logiciel-là, c'est un logiciel spécialisé de classe virtuelle. Est-ce qu'il en existe d'autres? Un paquet. Bien sûr. À l'UQAM, il y a Adobe Connect. Je pense que vous n'avez pas essayé Zoom. Je ne sais pas, Eric ne m'écoute plus, là, mais je pense que vous avez essayé Zoom. Ça se peut-tu? Je ne sais pas. Oui, hein? Il y en a plusieurs. Là. À Laval, il y a autre chose aussi. Pardon? À Laval, l'Université Laval, il y a autre chose aussi. Oui, tout à fait. Je ne sais pas c'est quoi. Merci. Bienvenue. Monsieur en arrière. Monsieur. On a vu que vous avez divisé votre cours, un certain nombre en classe, un certain nombre, c'est-à-dire en ligne et d'autres en classe. Quels sont les critères que vous avez utilisés pour déterminer quelle est la portion en ligne et quel est le contenu en ligne et quelle est la portion et le contenu en classe? Parce que j'ai compris que c'est variable d'un cours à un autre. Alors, comment vous prenez... C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des séances, le choix qu'on a fait des séances 1 et 2 en classe, puis la séance 3 en ligne, séance 4 en classe, etc.? Si j'ai bien compris, dans un autre cours, ça pourrait être une séance en ligne, 2 séances en classe. Non, c'est toujours la même. Au départ, la toute première fois, il y a 6 ans, on avait déterminé qu'on avait 2 choix. En alternance, une séance en ligne puis une séance en classe. Puis l'autre choix était 3 séances en classe, 3 séances en ligne, 3 séances en classe, 3 séances en ligne. Puis on a constaté que cette deuxième option n'était pas très, très satisfaisante. Les étudiants ne se voyaient pas assez souvent. Donc, on a finalement opté pour une seule façon de faire, qui est celle que la mienne a présentée tout à l'heure, à laquelle on a ajouté la notion de zipper, là, les cours imbriqués. Mais tous les cours étaient selon le même modèle. Oui, tout à fait.